travers du métier de Chief Engineer. Et je vous demande de l'applaudir bien fort pour l'encourager. Merci Cécile. Avant toute chose, moi ce que je voudrais vous partager, c'est le contexte. Le contexte, c'est déjà cette boîte incroyable qui est Sodebo. Sodebo, c'est l'histoire d'une famille, de monsieur et madame Joseph Boubreau, charcutier-traiteur, qui ont démarré l'activité en 1973. Et on a fêté les 50 ans de l'entreprise l'année dernière. Et aujourd'hui, ce sont leurs 3 filles qui président cette société, avec à son bord plus de 2800 équipiers. Sodebo, c'est une boîte qui est vraiment singulière, qui n'est pas comme les autres. Et la première singularité, c'est que tout est fait sur le même site, à Saint-Georges-de-Montaigu en Vendée. On a 9 usines sur le même site. Et il y a une vraie volonté dans l'entreprise d'intégrer le maximum de savoir-faire pour en maîtriser la qualité. Pour ça, il y a plus de 100 métiers qui existent chez Sodebo. On a des métiers beaucoup issus, effectivement, des métiers de bouche. On va retrouver des boulangers, des charcutiers, des cuisiniers. Vous prenez, on est vraiment dans cette idée d'artisanat de masse. Vous prenez un sandwich, on fabrique nous-mêmes notre pain, notre jambon, les mayonnaises sont faites chez nous, on lave et on coupe notre salade, vraiment pour garantir cette fraîcheur. Et ce vœu, finalement, qu'on a tous ensemble chez Sodebo, qui est de nourrir les Français avec des produits qui soient bons, qui soient frais, généreux et accessibles. Alors la résultante de tout ça, c'est que nos produits, on les trouve dans plus d'1 frigo sur 2, et que c'est presque plus d'1 million de produits qui partent chaque jour de nos usines. Je vous parlais de la singularité de Sodebo. Une autre singularité, c'est vraiment que c'est une boîte qui a dans son ADN, dans son cœur, l'innovation. Et c'est ce qui l'a porté toutes ces années. L'innovation et qui encourage l'esprit d'entreprendre à tous les niveaux, en investissant tous les ans plusieurs dizaines de millions d'euros dans les outils industriels, en investissant dans des startups. On a démarré des travaux avec Lavi, on accompagne depuis 2 ans, pour ceux qui connaissent la marque, et en investissant avant tout et surtout dans les personnes, dans le développement des personnes. Et c'est donc en 2019 que nos 3 coprésidentes décident de transformer l'entreprise vers une entreprise apprenante avec le Lean. Donc ça démarre d'abord en manufacturing, et en 2021, elles décident d'apporter le Lean aussi dans la conception des produits, avec 2 changements. Le premier, c'est la suppression du service marketing, dans lequel je travaillais, et le second, c'est la création du poste de Chief Engineer. Alors on propose de relever ce défi, ce challenge, et de devenir la première Chief Engineer chez Sodebo. Alors même si en réalité je pense que le premier Chief Engineer chez Sodebo c'était M. Boubreau, le fondateur. En tout cas, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est mon histoire, avec beaucoup d'humilité, parce que j'ai appris beaucoup de choses sur le métier de Chief Engineer, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre, et on n'est qu'au début finalement de l'histoire du Chief Engineer chez Sodebo. Alors, Chief Engineer, on va bientôt voir un peu plus précisément ce que c'est, mais on en parle beaucoup et on en voit peu en fait. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire, parce que c'est une question qu'on se pose souvent, par quoi tu as commencé et comment cette histoire a commencé la mise en place des Chief Engineer et surtout la team? Alors, moi, il y a 3 ans, je ne connaissais peu ou rien au Lean, si ce n'est ce que j'avais appris en école d'ingé, c'est-à-dire la théorie du PDCA, sans jamais l'avoir appliquée vraiment délibérément. Quand les RH me proposent le poste, ils me le présentent, donc tu vas être responsable de l'offre, de sa conception, des coûts et de la mettre au bon moment sur le marché. Et ils ne sont pas vraiment en mesure de m'en raconter plus. Et je vais m'apercevoir assez vite que c'est une définition un peu étroite de ce qu'est le métier de Chief Engineer. Finalement, mon premier éclairage, c'est une discussion avec l'une des présidentes, quand j'essaye de comprendre quel problème elles veulent résoudre avec ce métier. En 10 ans, l'entreprise a vu son chiffre d'affaires multiplié par 1,5. Il y a 1000 collaborateurs de plus qui ont rejoint l'entreprise. Elle s'est silotée et on voit qu'on devient beaucoup moins réactif au changement de contexte. On a un Covid qui nous a bousculés, on a des innovations qui ont de plus en plus de mal à s'installer sur nos marchés, et on a des concurrents plus petits, plus agiles, qui arrivent à nous prendre des positions.
Donc là, j'identifie vraiment le premier enjeu finalement de ce poste, qui va être de casser les silos et de devenir ce fil qui va transpercer l'organisation. Alors les présidentes m'en donnent la responsabilité, la légitimité, mais ça ne va pas suffire finalement à changer mon positionnement dans l'esprit des équipes. Donc pour ça, je vais d'abord travailler sur 2 points. Le premier, c'est la structure de communication. Alors j'ai une chance incroyable, ça fait 10 ans que je suis dans l'entreprise, donc je connais un peu les tuyaux et j'ai une structure de communication installée. En revanche, la difficulté, ça va être que j'ai cette étiquette marketing sur le front, et quand je parle de Chief Engineer, il n'y a personne dans la boîte qui comprend ce que c'est. Donc il va falloir que je sape quelques murs, que je fasse face aussi à la réactance de pas mal de métiers pas habitués à qu'on aille les chatouiller sur leur terrain de jeu. Et aussi, je m'aperçois assez rapidement qu'il me manque des compétences aussi pour interagir avec ces métiers. Ça a été le cas notamment sur la finance. Donc j'ai dû me plonger dans la compréhension des structures de coûts, des descentes tarifaires, pour pouvoir mieux interagir avec des métiers comme le commerce ou la production. Après, c'était mon deuxième point, c'était la production. Effectivement, je m'aperçois très vite que si je veux être une bonne chief engineer, il faut que la production, ça soit un vrai partenaire, un allié pour moi. Et j'ai vraiment intérêt à développer mon relationnel avec eux. Et pour ça, passer du temps et m'intéresser à leurs problèmes. Alors je vais, à ma prise de poste, passer du temps sur les lignes avec les opérateurs pour écouter et vivre les problèmes finalement que les choix de conception leur créent au quotidien. Pour vous donner un exemple, on était en plein développement, on était en train de développer une nouvelle pizza. On voulait des bords plutôt gonflés pour souffler, donc très développés, les bords de cette pizza, pour donner vraiment cet aspect artisanal et répondre à cette attente client. Et en fait, je m'aperçois sur ligne que c'est une vraie galère, et pour le vivre moi-même, parce que j'étais au poste d'un opérateur, que pour la garnir, en fait, les bulles, oui, elles sont sur les bords de la pizza, mais elles sont aussi tout au centre de la pizza, et les ingrédients, quand on les dépose dessus, ils basculent, et on a plein d'endroits où la pizza est mal garnie. Donc je touche aussi là du doigt mon premier trade-off, qui est de se dire comment j'arrive à avoir des bords gonflés et une pizza où je vais arriver à bien garnir et apporter de la sérénité aussi aux fabricants sur la ligne de production. Alors là, tu nous parles d'un mot, je ne sais pas si tout le monde est... Et comme il dit bien le mot, c'est trade-off. Pourquoi on utilise le mot anglais qui en français se traduit par compromis? Parce que sans doute compromis, un truc un peu plus négatif que trade-off. C'est une situation où on a des paramètres qui ont l'air facialement opposés. Et traditionnellement, dans toutes les boîtes, il y a une bataille entre la R&D qui a des idées de génie et la prod qui n'a pas trop envie de changer. Et les deux ont de très très bonnes raisons, bien entendu, d'avoir leur point de vue. Donc, en quoi, pour toi, le job de Chief Engineer, c'est vraiment, en particulier, travailler sur ces trade-offs? Et sans doute, y en a-t-il d'autres? Effectivement, en fait, on voit qu'avec l'évolution du contexte, les clients, les consommateurs, moi je parle beaucoup de consommateurs parce que c'est notre client final, ils sont beaucoup plus exigeants, donc on ne peut plus se permettre de se payer nos échecs. Et il y a cette volonté vraiment, Nathalie en parlait ce matin, mais de réconcilier la valeur et les coûts. La valeur pour le client, le conso, et les coûts pour l'entreprise. Et ce qui change, c'est que je deviens responsable, mon job tous les jours, c'est d'animer ce trade-off en permanence entre la valeur et les coûts. Et je me lève avec 2 idées en tête tous les matins. La première, c'est comment j'arrive à mieux comprendre le conso pour m'assurer de faire le bon produit. Et la seconde, c'est comment je le fais bien, c'est-à-dire comment j'arrive à concevoir des produits qu'on sait fabriquer sereinement, j'en parlais tout à l'heure, et au bon prix. Alors pour ça, premier truc, c'est que sur la valeur, il faut que j'arrive à me débarrasser des idées fausses. Et j'en ai un paquet. Alors venant du marketing, j'ai l'illusion de maîtriser parfaitement la valeur. En fait, en travaillant sur le concept paper, je détecte assez vite que je ne savais pas que je ne savais pas. Et finalement, cette valeur, j'apprends à la regarder différemment. J'apprends à la regarder comme une hiérarchie, plutôt que de vouloir mettre tout au même niveau. Et croyez-moi, quand on a les coups dans les mains, on devient beaucoup, beaucoup plus exigeant sur comprendre ce qu'est la
Deuxième idée fausse que j'avais, c'était l'impression de connaître l'univers de la pizza. Parce que par les exemples que je vous ai cités, j'ai oublié de le préciser, mais j'avais le périmètre des pizzas chez Sodebo. Et donc j'avais la croyance que je connaissais bien ce monde, ça fait plusieurs années que je travaillais chez Sodebo. Donc là, je fais l'effort aussi de me dire comment j'arrive à découvrir des trucs que je ne sais pas sur l'univers de la pizza. Quelques exemples à vous donner. Je pensais que chez Sodebo, on avait le meilleur rapport qualité-prix. On avait un rapport qualité-prix imbattable par rapport à la restauration. Et il y avait des chaînes de pizza, vous voyez, fleurir à droite à gauche avec cette promesse de prix à 5 €, pizza pas chère. J'étais persuadée que voilà, c'était de piètre qualité, qu'on avait un meilleur rapport qualité-prix qu'eux. En allant goûter ces pizzas, en m'y intéressant vraiment plus près, en fait, je m'aperçois que leur pâte, elle est juste hyper bonne, et je commence à les considérer comme des concurrents sérieux. Autre croyance, les pizzas napolitaines. Donc ces fameuses pizzas avec ces bords hyper développés. Je vais passer du temps dans les pizzerias, je discute avec les serveurs, et moi je me dis c'est chouette, c'est un super axe de travail pour Sodebo. Et en discutant avec les serveurs, je m'aperçois que dans 7 assiettes sur 10, elles reviennent en cuisine avec des bords. Donc on se dit, ça re-questionne sur finalement où est la valeur. Deuxième chose que je dois changer, c'est comment j'arrive à mieux, on a parlé de la valeur, maintenant des coûts, comment j'arrive à m'intéresser davantage aux coûts. Et pas seulement au coût des tableaux de bord financiers, mais aussi au coût, la structure de coût de mes produits. Et là, ça va être passer du temps avec les métiers, avec le contrôle de gestion, la finance, avec la production, l'ingénierie, sur les lignes, et autour de produits. Nos produits, mais pas que nos produits, aussi les produits des concurrents, pour mieux comprendre finalement leur architecture, là où mettre leurs coûts. Et on a une pratique, donc le fameux teardown, pour vous dire avant-après ce qu'on faisait. Avant, on était avec la R&D, le marketing, à goûter des produits ensemble de manière assez superficielle, en se disant j'aime pas. Après, on est avec vraiment toutes les expertises autour de la table et on rentre vraiment dans un exercice hyper profond sur aller décrypter, démonter, détailler tous ces produits pour en apprendre des choses. Et cette pratique qu'on a vraiment déployée chez Sodebo, parce qu'à chaque fois qu'on le fait, à chaque fois on apprend des choses. On va apprendre des choses sur les façons du process, sur une technique de dosage par point, par trait qui va expliquer qu'il va y avoir des pizzas plus ou moins bien garnies chez nos concurrents. On va apprendre des choses sur les techniques de conservation qui vont expliquer qu'on va avoir des textures et des bénéfices clients différents derrière. Donc à chaque fois, c'est une pratique vraiment qui permet beaucoup d'apprendre. Et finalement, on s'aperçoit qu'en s'intéressant beaucoup, on va apprendre beaucoup de choses sur le produit et sur sa fabrication. Tu m'as dit l'autre fois, j'en revenais pas, que tu as quand même en 3 ans goûté 500 pizzas. Oui, j'ai un bon métabolisme, heureusement. Non, c'est assez. Moi, ça m'a impressionné. Je savais d'ailleurs ton intérêt pour la pizza, etc. Mais les 500 pizzas, waouh, bravo. Et ce qu'on voit à travers le teardown, ça aussi c'est très, très rigolo parce que le teardown, le démontage de produit, comment on démonte le produit pour aller voir comment il est fait, on n'a pas l'habitude de penser de faire un démontage de sandwich ou un démontage de pizza. Et pourtant, il y a énormément à apprendre. Et là, ce que tu viens de nous montrer par rapport à tes idées fausses, c'est vraiment comment tu t'es intéressé aux détails, comment tu t'es vraiment descendu dans la précision, le démontage, goûter, chercher, comparer. On a vu que le métier de Chief Engineer, tu nous as dit que c'était s'occuper des trade-offs, mais il y a aussi, je pense, comment on s'occupe des détails et comment on reprend de la hauteur. Et les deux positions sont tout le temps indispensables. Effectivement, c'est cette capacité à faire l'hélicoptère, c'est-à-dire avoir à la fois cette vision, cette étoile du Nord, qui doit guider les choix de conception, et on doit y revenir sans cesse et faire revenir les métiers là-dessus. Et à la fois, le deuxième exercice du Chief Engineer, c'est d'être capable de rentrer dans les détails. Donc, on ne lui demande pas d'être expert partout, mais de pouvoir rentrer dans des détails techniques pour parler aux expertises. Donc c'est vraiment ce mouvement-là. Et il y a un outil dont je parlais tout à l'heure, mais qui est juste pour moi l'outil clé du Chief Engineer, qui est le concept paper, qui est vraiment un outil qui permet de faire ces allers-retours. Donc ce qui est difficile quand on fait le concept paper, justement, c'est la vision.
vraiment c'est un exercice qui n'est pas facile, c'est-à-dire d'arriver à écrire cette vision, qui soit une image suffisamment captivante pour embarquer les métiers et qui parle à tous, des présidents jusqu'aux opérateurs. C'est le premier exercice. Donc là, c'était une première vision, une des premières visions que j'avais écrites sur une de nos gammes de pizza. Et après, le deuxième exercice difficile, c'est de traduire cette vision en éléments techniques. Parce que alors, quand on parle de pizza italienne, de pizzeria, les consos vont nous dire on veut que la pizza soit généreuse. Moi, si je vais voir la prod et je leur dis il faut faire une pizza généreuse, là, ta pizza n'est pas généreuse, c'est un peu compliqué pour eux à comprendre. Donc, c'est comment on arrive derrière à traduire cette vision en éléments techniques. Je vous ai pris l'exemple de la générosité en simplifiant un petit peu, mais se dire finalement, c'est trouver l'équation technique qui va décrire la générosité, qui va être, là, ça va être une quantité d'ingrédients sur la pizza, la façon dont elle est disposée, ça va être des contrastes de couleurs, des ingrédients dénombrables, et puis après, derrière ça, bien sûr, on descend sur des choses beaucoup plus précises et qualifiées. Alors du coup, quand tu fais ce chemin depuis les mots du client, la générosité, à des choses déjà plus techniques, des quantités, etc., très rapidement, tu es obligé de t'intéresser à la technique de ce qui se passe dans les usines, hein, parce que tu ne peux pas juste dire il faut beaucoup et que ça soit joli. Donc, comment tu as fait pour travailler là-dessus? Sur la partie production, c'est vrai que pour concevoir les produits, je me rends compte à cette étape-là qu'il faut vraiment que je m'intéresse aux machines, chose que jusqu'alors je savais regarder d'un peu loin, donc c'est d'aller passer du temps. J'avais mis moi dans mon agenda une demi-journée chaque semaine avec la production pour aller en usine, pour aller m'intéresser justement à ces machines et comprendre finalement où est-ce qu'on faisait de la valeur, où est-ce qu'on en détruisait, à quel endroit les machines créaient ou détruisaient la valeur. Et à discuter avec la production pour comprendre finalement les capacités, les flexibilités de cette machine, pour ensuite co-construire des plans ensemble. Je vous donne un exemple de ce qu'on a pu rater. On avait développé une pizza, donc, qui était ces pizzas crust, c'est une grande pizza à partager avec les beurres gratinés pour ceux qui sont consommateurs dans la salle, c'est ce que j'espère. Et donc, on avait voulu des gros morceaux de poulet kebab sur la pizza. Donc on avait développé la recette avec l'R&D, on était parti sur 70 grammes de poulet, on s'était dit super, on a fait des panels, les consos sont contents, ça leur convient. Et puis on lance le produit et quelques semaines après, on a plein de réclamations, il n'y a pas assez de poulet. Il n'y a pas assez de poulet. Donc en allant sur le terrain, en discutant avec les équipes, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout un défaut de réglage en production, comme on aurait pu le penser, la machine mal réglée, mais juste que c'est un mauvais choix de conception, parce que finalement la machine, des gros morceaux de poulet, comme ça, elle sait les doser, mais avec un énorme écart-type. En fait, on avait des pizzas qui étaient hyper bien dosées, et puis d'autres. Donc avec ces discussions avec la production, on se met d'accord du coup sur une taille de poulet, et là encore on parle de trade-off, des compromis qui satisfassent à la fois, qui rentrent dans les capacités de la machine, donc que la machine arrivera à doser de manière plus régulière, mais aussi pas trop petite, pour que le consommateur, lui, derrière, trouve que c'est suffisamment qualitatif. Donc là, en fait, dans cet exemple-là, on n'avait pas du tout pris en compte les capacités de la machine. Et c'est ce qu'on a essayé de changer par la suite. Et quand on a diminué cette taille de poulet, on a eu les réclamations divisées par 2. Et puis, on a retrouvé beaucoup plus de sérénité aussi sur le poste de travail. On a stabilisé le poste de travail, parce qu'il y avait beaucoup moins de réglages à faire, puisqu'on avait des pauses beaucoup plus régulières. Juste pour compléter, en fait, ce sujet-là, en fait, quand on fait l'hélicoptère comme ça entre la vision et le détail, le seul warning que je peux donner, c'est quand même jusqu'à quel niveau de détail on descend. Parce qu'on peut vite se noyer en descendant sur ce poste-là, en allant sur tous les sujets dans le détail. Donc c'est trouver les bons sujets, c'est trouver vraiment les bons sujets, ceux qui vont faire la différence, soit pour le client, soit pour l'entreprise. Et en ligne, on aime bien parler, penser et mettre en place du visuel, puisque l'enjeu étant d'organiser les bonnes discussions sur les bons sujets, il faut rendre visibles les bons sujets et favoriser ces bonnes discussions. Là, tu nous as parlé un peu d'un outil qui est le Concept Paper, qui est le premier outil de visualisation, mais évidemment, il y a le fameux outil OBEA, qui est toujours un sujet intéressant. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de la façon dont tu as travaillé sur ces OBEA et cette visualisation? Alors, l'OBEA, je suis allée assez vite dans l'OBEA.
Et je pense que je suis passée par tous les écueils possibles. C'est-à-dire que j'ai commencé par une salle de pilotage de projet. Ensuite, une tour de contrôle, à tel point qu'à un moment donné, il y en avait tellement que j'ai dû demander à des collègues de m'aider à tout tapisser parce qu'on ne voyait plus rien. Après, j'ai essayé d'être très synthétique, du coup, avec des têtes de chapitre. Mais alors, le problème quand vous êtes très synthétique, c'est que beaucoup des discussions qu'il y a dans l'OBEA restent assez superficielles. Donc, j'avais finalement mon mur client, mon mur du produit, mon mur du problème, mon mur du flux, mais je n'avais pas compris le why. Je n'avais pas compris pourquoi on va rendre visibles les choses. Donc, c'est venu avec le temps, avec ces itérations. Et il y a trois choses, c'est comment on se met d'accord sur les problèmes, comment rendre visible, ça aide aussi à rendre les conversations difficiles un peu moins difficiles. Et il y a une dernière couche dont j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est que rendre visible les choses, ça permet aussi de comprendre comment les gens réfléchissent. Donc l'OBEA produit finalement, c'est voir, comprendre les problèmes de conception et arriver à décider ensemble de comment on va les aborder. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on a au mur, je vous ai mis les itérations, il y en avait plein d'autres, hein, mais j'ai pas pris en photo chaque itération. Et en fait, aujourd'hui, tel qu'on les construit, et ça c'est une version, mais dans 6 mois, il aura certainement encore évolué, on clarifie toute la partie valeur conso, vision conso, nos écarts par rapport à ce qu'on veut réussir, et les problèmes qu'on va rencontrer qui vont être vraiment les obstacles qui vont nous empêcher d'aller atteindre cette valeur. Et on avait également aussi, on introduit dans ces OBEA tous les changements qu'on est en train de faire, parce qu'on voit que les changements aussi entraînent des problèmes et l'atterrissage de business model. La solution de quelqu'un et le problème de quelqu'un d'autre, en fait, toujours avoir en tête ces changements. Donc juste un message sur l'OBEA quand même, ne vous découragez pas, c'est normal que ce soit long, itératif, et qu'il y ait ce temps pour trouver le bon niveau, le visuel qui va permettre d'avoir les bons niveaux de discussion. Alors, tu nous as balayé un peu ton chemin, et puis les principales pratiques sur lesquelles tu t'es appuyé. Aujourd'hui, tu as changé de boulot, et tu accompagnes d'autres chief engineers, il y en a 4 en ce moment, c'est pas de bêtises, chez Sodebo. Comme on vient de comprendre là, tu nous dis que tu as compris récemment que c'était important de comprendre comment les gens réfléchissent. Il n'y a pas de raison que les 4 chief engineers qui sont en place aujourd'hui soient des clones. Ils doivent réfléchir différemment. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe En fait, là, ce que je vous ai donné, c'était mon chemin. Mais en fait, chaque chief engineer, alors on a des chief engineers qui ont des backgrounds un peu différents. Il y a des gens qui viennent du marketing comme moi, d'autres de la R&D. On en a eu qui venaient de la production aussi. Donc finalement, chacun a son expérience, ses propres courbes d'apprentissage, donc on sont tous des chemins différents. Il n'y a pas de standard finalement pour être chief engineer. C'est comme beaucoup de choses dans le lean, c'est avant tout comprendre l'intention. Et après, il y a quelques gestes clés évidemment. Ce que je peux quand même vous partager, c'est qu'on a des chief engineers qui peuvent être de l'interne ou de l'externe. Et effectivement, quand ils viennent de l'externe, c'est plus difficile pour eux parce qu'ils ont beaucoup plus de choses à apprendre. C'est plus simple quand vous avez un chief engineer qui vient de l'interne. Et la secret sauce, finalement, c'est d'abord trouver les bonnes personnes et ensuite arriver à les faire grandir. Et ensuite, chacun a son propre chemin. Et demain, qu'on soit chief engineer chez Sodebo, Toyota, Ramis, voilà, chacun aussi a fait avec l'empreinte de l'entreprise dans laquelle il est, avec les caractéristiques des produits, la culture d'entreprise dans laquelle il n'y a pas de... chacun emprunte. Il n'y a pas de modèle et chaque chief engineer est différent. Est-ce que néanmoins tu penses qu'il y a quelques qualités? Il est important de chercher. Je pense dans les qualités d'un chief engineer, il va y avoir, je reprends un peu la théorie des 4C, là, on va vraiment retrouver cette curiosité, cette capacité de questionnement en fait, et d'être capable de s'intéresser, de questionner,
sans chercher à répondre forcément, mais vraiment à comprendre ce que les autres métiers. Il y a avoir le courage d'avoir des conversations difficiles, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est pas toujours simple, et on voit bien notamment quand on est dans cette phase où on change de modèle, on se confronte on va sur des terrains où on n'est pas forcément attendu, donc il peut y avoir des conversations difficiles, et surtout de persévérer en fait, aussi de rien lâcher. D'être clair, d'avoir suffisamment de clarté pour exprimer cette vision, pour clarifier les problèmes auxquels on fait face. C'est hyper important. Et après, dans cette co-construction, donc tisser, on en parlait au début de l'intervention, mais c'est hyper clé d'avoir ce relationnel avec, et cette relation de confiance en fait avec les autres métiers pour pouvoir co-construire les choses ensemble et avancer tous dans la même direction. Merci. Avant de vous donner la parole pour des questions, je vais vous demander d'applaudir très fort.